Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, à Riposte, qu'il soit résolu que l'on abolisse la Saint-Valentin. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Riposte. Je suis Simon-Nicolas Grandmaître et j'ai le plaisir d'être votre animateur. Nous sommes maintenant rendus au dernier épisode de la ronde de qualification pour la demi-finale. Je rappelle aux téléspectateurs et à la foule que les étudiants qui vont débattre et les gagnants vont se mériter des billets d'avion pour Paris ainsi qu'une allocation. Donc, nous allons procéder aujourd'hui à ce dernier débat de qualification avec comme sujet la Saint-Valentin. Comme la saison des fêtes déjà tirée à sa fin, eh bien, une nouvelle fête est à l'horizon. Et oui, la Saint-Valentin est à nos portes. Aujourd'hui, la question à débattre, est-ce qu'on devrait abolir la Saint-Valentin? Êtes-vous pour ou contre cette soi-disant fête de l'amour? Contrairement à ce que certains peuvent penser, la Saint-Valentin n'est pas une fête qui a été inventée au 21e siècle par des capitalistes à la recherche d'un profit après Noël. En fait, la fête de l'amour a des origines païennes, et comme toute bonne fête païenne, elle a été reprise par l'Église catholique romaine qui l'a rebaptisée en l'honneur du saint patron des amoureux. Je pense que vous pouvez le deviner, Valentin, donc le saint Valentin. Eh oui. Maintenant, toute cette histoire est bien belle, mais aujourd'hui, qu'est-ce que la Saint-Valentin est devenue? Une commercialisation de l'amour et du couple? Un délire collectif que tout est beau le 14 février? Qu'est-ce que c'est évidemment? Je ne sais pas, et c'est pour ça que nous allons avoir un débat aujourd'hui sur ce sujet. Donc, au gouvernement, comme première ministre, nous allons avoir Mme Charline Guay. Bonjour Charline. Bonjour. Charline étudie présentement le droit civil et le développement et mondialisation ici à l'Université d'Ottawa. Et puis, elle me dit que même en cas de pluie, elle rayonne, donc rayonne de soleil et ainsi de suite. C'est vrai. Et comme membre du gouvernement, pour appuyer la première ministre, Mme Kadi Konaté. Bonjour Kadi. Bonjour. Kadi étudie présentement à l'Université d'Ottawa en lettres françaises et elle me dit qu'elle a des petites oreilles mais une très bonne écoute. Très profonde. Donc, pour s'opposer à cette motion aujourd'hui, comme chef de l'opposition, nous allons avoir Mme Nathalie Célestin. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nathalie étudie présentement en finance ici à l'Université d'Ottawa et selon Nathalie, la meilleure nourriture, c'est celle qui contient le plus de calories. Et comme membre de l'opposition, pour appuyer la chef, nous allons voir M. Nicolas Mercier. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas étudie présentement en droit civil ici à l'Université d'Ottawa et il aime les longues marches sur la plage au coucher du soleil. Oh. Donc, pour nous aider à analyser les arguments, nous allons avoir la chance d'avoir comme juge expert aujourd'hui M. Nicolas Moreau. Bonjour M. Moreau. Bonjour. M. Moreau est professeur agrégé ici à l'Université d'Ottawa. Et, fidèle à son poste, M. Gabriel Meunier comme juge en chef. Bonjour Gabriel. Bonjour Simon-Nicolas. Donc, avant d'entreprendre le débat, je tiens à rappeler que les arguments et les propos tenus par les débatteurs ici présents ne sont pas nécessairement leur opinion et ça n'a que pour but d'engager le débat. Donc, on ne peut pas leur des rigueurs. Alors, sans plus tarder, j'inviterai maintenant Madame la Première ministre à nous livrer son discours d'introduction d'une durée de 6 minutes. La parole est à vous, lorsque vous êtes prête. Messieurs jury, public, collègues au gouvernement, collègues à l'opposition. Honoré Balzac disait « En amour, il y a toujours un qui souffre et l'autre qui s'ennuie ». Eh bien, c'est la représentation de la Saint-Valentin que nous allons vous apporter aujourd'hui. À l'approche du mois de février, un sujet incontournable refait surface. Incontournable parce que littéralement partout, dans la télévision, dans les films, dans les magasins, dans les publicités, eh bien, c'est réellement un problème. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous vous proposons qu'il soit résolu que l'on abolisse la Saint-Valentin. Tout de suite, pour faire le point, nous allons souligner qu'il s'agit d'un débat d'idées et que nous ne cherchons pas à en faire l'application, que c'est plutôt un débat de pour et de contre et que nous voulons des arguments profonds. Et donc, par cette motion, nous souhaitons redonner la liberté aux couples et aux humains quant à leurs paramètres de la célébration de l'amour et de leur permettre de sortir du carcan social et de la norme hétéronormative. J'apporterai 3 arguments, la pression sociale, les conséquences psychologiques et la sale business de l'amour. Ma collègue suivra par la suite. Tout d'abord, la pression sociale. La Saint-Valentin
bien qu'on ne le pense pas quotidiennement, crée des obligations tant aux célibataires qu'aux couples. À l'approche de la date fatidique du 14 février, les hommes seuls se déploient corps et âme pour trouver une douce moitié. Mais pourquoi? Parce que la société et les entreprises encouragent la célébration de la Saint-Valentin et que si tu es seul, tu ne peux pas célébrer. Tu es stigmatisé. Et tu n'as pas le choix, être en couple ou être privé de sortie. Car c'est le message qu'envoie tout dans la société. Ton statut conjugal détermine littéralement si tu auras une bonne ou une mauvaise journée le 14 février. Or, ce n'est pas le cas pour les 364 et 365 autres jours de l'année, et c'est ce qui est mal. Par ailleurs, la pression sociale se répercute également sur les couples, parce qu'ils ont l'obligation de célébrer, l'obligation de fêter, de sortir, d'offrir des cadeaux. Et même de terminer la soirée avec des rapports sexuels. Tu es obligé de souligner et prends garde à toi. Si tu décides de ne pas fêter la Saint-Valentin, on te fera bien de te rappeler que tu as tort. Comme si ne pas célébrer égale ne pas aimer, hein? Et cette pression sociale va même jusque dans la chambre à coucher, car 66% des couples français auront une relation sexuelle le soir de la Saint-Valentin, et ce, même si leur relation sexuelle battent de l'aile. Et donc, c'est pour redonner cette liberté de souligner l'amour comme bon leur semble que nous voulons abolir la Saint-Valentin. Je passerai à mon prochain argument. Conséquences psychologiques. Si la Saint-Valentin est heureuse pour certains, elle est triste et évoque des sentiments négatifs pour d'autres, eh bien, certainement pour la majorité. Pour les personnes célibataires, le fait de ne pas être en couple à la Saint-Valentin peut représenter un échec. Et non seulement sont-elles seules, mais le calendrier leur fait bien de leur rappeler. Et cela engendre des effets psychologiques négatifs. La déprime, la déception, la tristesse, un sentiment de solitude et j'en passe. Pour le couple, c'est bien pire. On est dans un cercle vicieux d'attente et de déception, car on sait bien que si le couple se dit « non, nous ne célébrons pas aujourd'hui », mais que monsieur décide tout de même d'offrir un cadeau à madame, il y aura une crise dans le gîte familial, parce que mauvaise compréhension, mauvaise communication. Il y a donc des conséquences néfastes directes sur les sentiments des gens, tant célibataires qu'en couple. Or, la Saint-Valentin est dite comme une fête. Mais qu'est-ce qu'une fête? Par définition, le Larousse dit « Une fête est une réjouissance, une partie de plaisir. » Eh bien, la Saint-Valentin n'est ni un ni l'autre pour les couples ou les individus seuls lors de la Saint-Valentin, parce qu'il s'agit d'une célébration négative qui a des conséquences néfastes sur la psychologie des êtres humains. C'est pourquoi il faut abolir cette fête qui n'en est pas une. Enfin, mon troisième argument, la sale business de l'amour. Qu'on le veuille ou non, en Occident, où la fête est majoritairement célébrée, la Saint-Valentin n'est pas fête du romantisme, comme on tente bien de se le faire croire. C'est plutôt la fête du commerçant. À ce temps de l'année, toute promotion et tout marketing se tourne vers la fête. Le couple, les cœurs, le rouge et le rose. On en a marre de ça. Et cela a des conséquences, puisque la surconsommation engendre des effets néfastes par la suite. C'est ce que je vais vous expliquer. Non, merci. Par exemple, on promeut la rose comme fleur de l'amour. Eh bien, figurez-vous que le prix des roses vendues au Canada double au mois de février. Ça a des effets néfastes sur nos consommateurs qui surconsomment à l'approche de toute cette pression sociale. Mais d'où viennent ces roses? Je prends ma question à la fin. D'où viennent ces roses? Au Canada, elles proviennent de la Colombie et de l'Équateur, car ces fleurs nécessitent 20 degrés Celsius ou 10 heures de lumière. Or, les besoins en eau pour la floriculture signent ces pays à sec qui sont en saison sèche à cette période de l'année. Et donc, c'est pourquoi, et c'est sans parler des travailleurs qui sont sous-payés, de l'utilisation de produits chimiques qui affectent la santé des travailleurs et qui affectent la pollution en général. Je vais prendre votre question. Oui, ma question est simple. Dans le fond, vous référez au prix des roses, mais si la demande est là, il est où le problème? Hein? Parce que le consommateur est en accord avec le prix, fait que je vois pas, il est où le problème? En fait, le problème est pour le consommateur parce qu'il augmente les prix, parce que le restant de l'année, il pourrait avoir à moins cher. C'est donc jouer avec un élément marketing, et c'est négatif pour le consommateur parce qu'il encourage une économie douteuse à pratiques négatives pour les employés et qui ne bénéficie pas aux commerçants locaux, mais bien à l'entreprise privée. C'est tout. C'est ce qui conclut mon argumentation.
Merci beaucoup, Madame la Première ministre, pour ce discours d'introduction. J'inviterai maintenant Madame la chef de l'opposition à venir nous livrer sa première riposte. Bonjour, chers juges, membres du gouvernement et mon collègue à l'opposition. Aujourd'hui, les membres du gouvernement nous ont apporté une motion assez intéressante à mon avis. Qu'il soit résolu qu'on abolisse la Saint-Valentin. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes arguments qui sont contre ces motions et ensuite vous apporter mes réfutations par rapport aux arguments qui ont été présentés par Madame la Première ministre. Donc, d'abord, mon premier argument sera la célébration de l'amour. Comme plusieurs couples ont eu l'expérience tout au long de leur séjour ensemble, il y a certains moments dont les chicanes sont plus populaires, la vie du couple devient plate, on oublie pourquoi on est avec la personne, etc., etc. Donc, pensez-y sur un aspect psychologique. Lorsqu'on est en amour, plusieurs des sentiments qu'on ressent sont amplifiés durant la Saint-Valentin. Donc, le fait de voir plusieurs couples heureux, des milliers d'annonces, des petits cœurs un peu partout, ceci nous donne l'opportunité de célébrer notre amour et donc nous rappeler pourquoi on est avec cette personne, qu'est-ce qu'on aime par rapport avec cette personne. Donc, c'est une façon d'amplifier nos sentiments et de se rappeler comment on se ressent. Ainsi, la Saint-Valentin nous aide aussi à faire les premiers pas pour ceux qui sont célibataires. Je vais maintenant vous présenter mon deuxième argument, qui est la force pour l'économie. Donc, et oui, de nos jours, la Saint-Valentin génère un revenu d'environ 18,8 milliards de dollars. Le fait que la population se dirige vers les achats de chocolat, de fleurs, de bijoux, etc., est un bon signe pour notre économie. C'est le moment où plusieurs petits commerces locaux de fleurs génèrent leurs revenus et nous trouvons important d'encourager ces commerces. Oui? Comment est-ce que ça peut être le commerce local quand on ne peut pas produire de fleurs, de roses au Canada à cette période de l'année? Dans notre motion qui parle de la Saint-Valentin en général, pas nécessairement au Canada, donc il y a d'autres pays dont ils peuvent pousser leurs fleurs durant cette époque aussi. Donc, je continue. Les petits commerces locaux, que ce soit de chocolat ou de fleurs, etc., etc., les restaurants, c'est leur moment pour générer leurs profits. C'est de cette façon qu'ils peuvent subvenir à leurs besoins, avoir un emploi, mettre de la nourriture sur la table pour leur famille. Imaginez si moins d'argent était dépensé à chaque année. L'économie diminue, le chômage augmente, etc., etc. Et comparé à toutes nos petites dépenses banales, comme acheter un verre de café à chaque matin, etc., etc., dépenser environ $100 à chaque année, un seul jour pendant toute l'année, ne fait de mal à personne. Ensuite, ceci m'amène à mon troisième argument, la célébration de l'amitié. Dans plusieurs cultures et familles, les enfants reçoivent des petits cadeaux de la part de leurs parents. Eux, ils font des cadeaux à leurs collègues de classe, etc., etc. Et donc, la Saint-Valentin n'est pas nécessairement célébrée sur un aspect romantique. En Finlande, par exemple, la Saint-Valentin est à 100% célébrée en tant qu'amis. Donc, c'est un moment d'apprécier nos amis, les membres qui nous sont chers, et donc, ce n'est pas nécessairement romantique. Et est-ce que vous savez que les professeurs sont ceux qui reçoivent le plus de cartes durant la Saint-Valentin? Donc, dans ce sens, pas nécessairement dans un pays différent, même au Canada ici, dans différentes villes, différentes familles, les gens célèbrent la Saint-Valentin de la façon qu'ils le veulent. Et ce n'est pas nécessairement avec des cadeaux, des objets. Ça peut être tout simplement donner 1 heure de son temps à quelqu'un, passer du temps avec la personne, lui montrer qu'on l'apprécie. Ceci m'amène donc à ma réfutation. Pour réfuter les arguments qui nous ont été présentés par Madame la Première ministre, d'abord, elle a mentionné la pression sociale. Donc, la création d'obligations, être en couple ou non, va déterminer si ta journée est bonne ou non. D'abord, en tant que couple, le fait de célébrer ton amour ne devrait pas être une obligation. Si vous êtes ensemble, si le couple fonctionne bien, célébrer votre amour ne devrait pas être vu en tant qu'une obligation, mais plutôt juste un moment de joie et d'amour. Le prochain argument, ce sont les conséquences pour certains. Comme vous avez mentionné, les gens qui sont célibataires, c'est un moment dont ils se rappellent qu'ils sont tristes, etc., etc.
J'aimerais mentionner pour ces gens-là qui n'aiment pas célébrer la Saint-Valentin en général, c'est simplement parce que eux, ils ne sont pas en couple. Donc, leur situation personnelle n'a rien à voir avec la fête en tant qu'elle. Donc, c'est par rapport à eux-mêmes et non la fête de la Saint-Valentin. Et je vous assure que s'ils étaient en couple, s'ils étaient heureux en couple, ils auraient aimé célébrer la Saint-Valentin aussi. Et dernièrement, par rapport au business, comme je l'ai mentionné dans mon argumentation par rapport à la force économique, qu'est-ce qu'il y a de mal aux commerçants à faire de l'argent? C'est la façon dont l'économie marche. Il est nécessaire d'avoir des ventes pour que notre économie soit bonne et positive. Et donc, que ce soit pour des raisons romantiques ou simplement d'amitié, la Saint-Valentin est célébrée afin de rappeler aux autres à quel point on tient à eux, puisqu'on oublie souvent de le faire. Donc, pourquoi abolir une fête qui célèbre un sentiment de joie? Merci. Merci beaucoup, Madame la chef de l'opposition, pour ce discours d'introduction. Donc, avant d'entendre le reste du débat, nous allons passer à une courte pause publicitaire et au retour, nous allons entendre la première analyse de notre juge en chef. Nous sommes de retour à Riposte aujourd'hui avec le débat suivant, qu'il soit résolu que l'on abolisse la Saint-Valentin. Alors avant d'entendre la suite du débat, nous allons passer voir notre juge en chef pour sa première analyse du premier segment. Qu'en avez-vous pensé? Eh bien, Simon Nicolas, tout d'abord, j'aimerais féliciter le premier ministre et le chef de l'opposition pour leur discours. Il y avait beaucoup d'aplomb, beaucoup de confiance et le débat est très bien engagé. J'ai tout d'abord bien aimé l'usage des citations des grands auteurs français qui, justement, nous mettent dans une ambiance favorable pour apprécier un débat sur l'amour et la Saint-Valentin. Ensuite, tout d'abord, le premier ministre, j'ai trouvé, en termes de gestion de temps, c'était un discours sans faute. Et j'étais très impressionné. Le temps attribué à chaque argument était adéquat. Et en revanche, le membre de l'opposition a posé une bonne question qui a réussi à déstabiliser le premier ministre. Et j'aurais aimé voir les questions arriver plus tôt du côté de l'opposition parce que le premier ministre a eu le temps de dire beaucoup de choses pertinentes au débat et il aurait fallu la déstabiliser plus tôt. Cela dit, bonne question, ça a permis de couper un peu la conclusion. Par la suite, le chef de l'opposition a fait un excellent discours avec 3 arguments avec une bonne force probante et on a senti que le premier ministre voulait se venger de la question du ministre de l'opposition parce que dès le début du discours, elle a posé une question, ce à quoi le chef de l'opposition a fait une excellente réponse qui a pris peu de secondes et elle a pu continuer sur son discours et ça, j'ai bien apprécié. En revanche, j'ai senti un peu de confusion du point de vue du plan proposé par le chef de l'opposition parce que les arguments n'avaient pas été annoncés. Donc, j'étais pas certain combien d'arguments allaient sortir de tout ça. Cela dit, une bonne gestion de temps. Le temps alloué à chaque question était bonne. Et puis, puis vous avez passé 2 minutes sur la réfutation, ce qui est un temps très raisonnable. Cela dit, j'ai trouvé que certaines réfutations ressemblaient un peu aux arguments offerts durant la première partie du discours. Cela dit, 2 excellents discours. Félicitations et l'importance des ministres et du membre de l'opposition de venir soutenir leur chef. Eh bien, merci pour cette très bonne première analyse. Donc, nous sommes maintenant rendus au tour de la membre du gouvernement de venir nous livrer son discours de 7 minutes. La parole est à vous lorsque vous êtes prête. Alors, bonjour, chers juges, bonjour, collègues à l'opposition, bonjour, ma chère ministre. Alors, tout d'abord, je voudrais recentrer un petit peu le débat. On nous a parlé, on a évoqué à l'opposition certains éléments qui, d'après moi, ne conviennent pas. Alors, j'aimerais apporter de nouveaux éléments pour éclairer notre débat. Mon premier argument se nomme « renforcer les stéréotypes ». Le deuxième se nomme « chosification des relations ». Quand on parle de renforcer les stéréotypes, de quoi parle-t-on? D'abord, la Saint-Valentin, ce serait, si on veut, une promotion de l'amour à un seul visage et de l'hétéronormativité. Pourquoi dit-on cela? Parce que, d'abord, on parle de rôles définis
qui confine l'homme et la femme dans des devoirs qu'ils ont à supporter pour pouvoir célébrer la Saint-Valentin comme il se doit. Ensuite, on parle de l'amour à un seul visage, puisque on voit beaucoup de représentations uniques du couple qui se résumerait tout simplement à un couple formé par un homme et une femme. Donc, ça porte à l'idéalisation des rôles stéréotypés et notamment, ce que l'on voit le plus souvent, c'est dans les adresses publicitaires, on va dire des choses aux femmes, mettez-vous sur votre 31, mettez-vous belle, mettez-vous jolie, montrez-vous séduisante, et surtout la phrase catchy, séduire son homme. C'est ça le but de la Saint-Valentin. Hein? D'un autre côté, on va dire à l'homme, ne regardez pas à la dépense, faites en sorte de combler votre dame de jolis présents, de jolis cadeaux. Tout ça, même si vous devez vous ruiner, c'est un peu ridicule. Alors, ces rôles sont rôles à porter, ainsi que je l'ai dit plus tôt. Mais c'est particulièrement vrai pour l'homme. L'homme, ainsi que le dit le sociologue Jean-Claude Kaufmann, va se sentir 3 fois plus souvent obligé que la femme de montrer son amour à sa belle le jour de la Saint-Valentin. Pourquoi? Parce qu'il est motivé par un sentiment de culpabilité qu'il cherche à effacer. Un sentiment de culpabilité lié à quoi? Ce serait un sentiment de culpabilité lié au fait qu'il n'est pas capable de montrer son amour comme il se doit et qu'il ne s'investit pas assez dans le couple. Donc, la Saint-Valentin, c'est juste un moyen de se rattraper, et même s'il n'a rien à se reprocher, à part le fait d'être en couple. D'un autre côté, la chosification des relations. La chosification, ce serait le rapport marchand qui entre en ligne de compte entre les partenaires et qui entre en ligne de compte aussi à l'amour donné, à l'amour porté à l'autre. On attribue une importance considérable aux cadeaux, aux présents, aux bijoux, aux objets et aux marques d'affection lors de la Saint-Valentin qui se doivent être multipliées le plus possible lors de la Saint-Valentin. Je prendrai votre question plus tard. Ainsi, on peut résumer la Saint-Valentin autrement. Échange de biens, exemple roses, bijoux, vêtements, ou de services, souper romantique, massage, pourquoi pas faveur sexuelle, entre 2 personnes qui forment un couple. Notez le caractère marchand de cette définition qui convient tout à fait à la Saint-Valentin. Ainsi, la nature du rapport amoureux qui unit les 2 personnes passe d'un rapport amoureux, pur, beau, à quelque chose de purement marchand économique. C'est tout simplement une abomination. Ainsi, l'amour est perverti et est réduit à un simple commerce entre 2 personnes. Alors, on peut dire que la Saint-Valentin n'atteint même pas son but premier de célébrer l'amour, puisque ça devient simplement un commerce entre 2 personnes. Maintenant, je vais passer à la réfutation des arguments apportés par le chef de l'opposition. Tout d'abord, je vais prendre votre question. Que faites-vous des gens qui célèbrent la Saint-Valentin sans acheter des cadeaux? Il y a quand même une forme ainsi que ma première ministre l'a apporté, il y a quand même une forme de pression sociale. Et ce n'est pas seulement les cadeaux qui comptent aussi. On a parlé de faveur sexuelle. Simplement, multiplier les bisous lors de la Saint-Valentin, c'est une forme de pression qui supporte l'homme ou la femme lors de la Saint-Valentin. Ainsi, par rapport à la réfutation, tout d'abord, on a parlé de célébration de l'amour. Je marquerai d'abord que c'est une illusion pure et simple que de se dire qu'on va utiliser la Saint-Valentin pour célébrer l'amour, puisque l'amour se vit au quotidien. Il y a des dates beaucoup plus importantes pour un couple que la Saint-Valentin, par exemple l'adoption d'un chien, l'emménagement du couple, le mariage, tout ça, la naissance d'un premier enfant, ce sont des dates beaucoup plus significatives dans l'histoire d'un couple que tout simplement la vulgaire date de la Saint-Valentin. Ensuite de ça, on nous a parlé de force pour l'économie. Moi, je parlerais plutôt de vecteur d'une économie dominante plutôt que d'une véritable revitalisation de notre économie. On a déjà évoqué plus tôt que ça profitait à davantage de pays qu'un autre. Ainsi, la solution n'est pas profitable pour le Canada, pour notre pays, et ça ne dynamise aucunement l'économie de notre pays. Ensuite, on nous a parlé de célébration de l'amitié. Moi, je dirais que, à l'origine, si vous avez bien suivi vos cours d'histoire, c'était Saint-Valentin qui unissait les couples que l'Église refusait à marier. Ainsi, je ne prendrai pas votre question. Ainsi, à l'origine, la Saint-Valentin, c'était une fête de l'amour et du couple. Alors, c'est peut-être un dérivé que de célébrer l'amitié, mais c'est simplement une marchandisation encore de la Saint-Valentin. Je passerai donc à la reconstruction des arguments de ma chère première ministre. Tout d'abord, on nous a parlé de pression sociale, elle le fait bravement. Du côté de l'opposition, on n'a nullement réfuté la chose. Alors, je passerai à la reconstruction du deuxième argument, lequel était conséquences psychologiques.
On nous a parlé du fait que si les célibataires étaient en couple, eux aussi sentiraient le plaisir de célébrer la Saint-Valentin. Moi, je dis que dans une société, il y a des gens qui sont en couple, il y a des gens qui sont en ménage, il y a des gens qui sont célibataires et ils font partie de la société. Ce n'est pas une raison pour ne pas les considérer simplement à cause de leur statut marital ou conjugal. Les conséquences sont réelles. Il y a une réelle tristesse qui se crée parfois, un sentiment de rejet, de solitude qui est à prendre en compte. Finalement, on nous a parlé du côté de ma chère première ministre, elle le fait bravement, du sale business de l'amour, et ainsi qu'on peut l'affirmer, la Saint-Valentin profite beaucoup plus aux magasins à grande surface qu'à n'importe quel commerce local de chocolaterie, on va se le dire. Je veux dire, Walmart fait beaucoup plus d'argent, et le chef de file par excellence, Dolorama, qui vend des tonnes et des tonnes de chocolat à des enseignantes qui veulent réjouir leurs petits-enfants lors de la Saint-Valentin. Alors, je finirai donc par un résumé de la chose. On a apporté des éléments très forts du côté de ma première ministre. J'ai par la suite poursuivi en élaborant davantage et tout simplement, je pense qu'on a réussi à montrer le point suivant. La Saint-Valentin est une fête désuète, purement commerciale, qui ne tient pas compte de la diversité sexuelle des gens, de la diversité du couple, et encore moins de notre économie et de la pression sociale que les gens subissent. Alors, merci beaucoup de votre écoute. Merci, Madame la membre du gouvernement, pour ce passionnant plaidoyer contre la Saint-Valentin. J'inviterai maintenant Monsieur le membre du gouvernement à venir rectifier le tir et plaidoyer pour la Saint-Valentin. Bonjour, Monsieur les juges, membres du gouvernement et ma chère collègue de l'opposition, chef de l'opposition. Je vais, moi, à mon tour, aussi recentrer le débat parce que je crois qu'on s'est éloigné un peu avec des arguments un peu farfelus. Je vais vous expliquer pourquoi la Saint-Valentin, c'est très important dans notre société. Je vais commencer par une petite citation de Victor Hugo. « Aimons toujours, aimons encore. Quand l'amour s'en va, l'espoir fuit. » D'accord. Je vais donc vous présenter mes deux premiers arguments, qui sont des arguments, un, portant sur la démographie, et deux, un argument de nature politique. Donc, que doit être le rôle de l'État. Après ça, je vais donc passer à la réfutation des arguments présentés par nos chers collègues au gouvernement. Et je vais passer par la reconstruction des arguments présentés par ma chef de l'opposition. Donc, premièrement, la démographie. La Saint-Valentin a un effet très important sur la démographie dans nos pays. Comme vous le savez, la Saint-Valentin est une occasion pour fêter l'amour, démontrer notre amour à notre âme sœur ou notre douce moitié. Puis dans ces moments-là, la démonstration de cet amour passe souvent par des actes naturels, comme on peut le dire. Ces actes naturels passent souvent également, créent souvent la conception d'enfants. Il y a plusieurs études qui ont démontré que beaucoup d'enfants sont conçus lors du jour de la Saint-Valentin. Dans une société qui connaît des problèmes de vieillissement de la population, je trouve que c'est très important d'avoir des journées comme ça qui nous permet de concevoir des enfants et aller à l'encontre de ce problème de vieillissement de la population. Deuxièmement, je vais présenter, c'est plus une question, c'est quoi le rôle de l'État, dans le fond? Qu'est-ce qu'on veut d'un État? Est-ce qu'on veut qu'un État s'ingère dans nos vies pour nous dire ce qu'on veut célébrer ou pas? La Saint-Valentin est une fête, comme il a été mentionné en introduction, qui existe depuis des centaines d'années et qui fait partie de notre patrimoine en tant que société. C'est important pour la société en général et je ne crois pas que le rôle du gouvernement, c'est de choisir ce que les citoyens aiment ou pas, ou qu'est-ce qu'ils veulent fêter ou pas. Et c'est pour ça que je ne crois pas que, surtout sans un référendum ou sans au moins une consultation, qu'on peut éradiquer des fêtes importantes comme ça qui durent depuis très longtemps dans notre société. Je vais prendre votre question. Ne pensez-vous pas au contraire que le fait qu'on ait la Saint-Valentin, ça pousse les gens à avoir un sentiment tellement de culpabilité, une grosse pression sociale, puis dans les faits, l'État est là pour assurer le bien-être de sa population? Je vais y répondre à votre question dans ma réfutation des arguments. D'accord? Je vais y répondre maintenant, en fait. Pour votre pression sociale, comme vous l'avez mentionné si souvent, la Saint-Valentin, c'est une journée par année. Je veux dire, c'est pas une pression qui dure pendant des mois. Si il existe vraiment une pression sociale sur les gens, la Saint-Valentin, c'est plutôt l'occasion de célébrer l'amour, comme ma chef de l'opposition l'a mentionné. Cette célébration d'amour qui, dans cette journée, dans une société qui est tellement pressée à l'habitude, qui par son rythme de vie effréné, n'a pas le temps de mentionner aux gens qu'ils aiment qu'on les aime. Fait que c'est important, selon nous, qu'il y ait au moins une journée par année qui nous permet de dire aux gens qu'on aime qu'on les aime, que ce soit par divers moyens. Donc,
pour votre pression sociale, pour le point de la pression sociale, je crois pas que c'est vrai. Je crois pas que ça émet tant une pression sociale sur les gens, surtout que c'est juste une journée par année, puis c'est plus un effet festif. C'est comme dire que Noël, dans le fond, à cause qu'il y a des gens tout seuls, Noël est une mauvaise chose. Noël n'est pas une mauvaise chose, c'est une occasion de passer en famille, puis on peut pas brimer le droit à la collectivité pour certaines personnes qui sont tout seuls. Hein? C'est pas le fond pour tout le monde, Noël, mais on l'enlèvera pas pareil. Aussi, vous avez soulevé le fait qu'économiquement, économiquement, c'est pas une bonne chose. Économiquement, ça favorise pas les commerces locaux. Là-dessus, je vais aller à l'encontre de ça. On parle de restaurants, on parle d'hôtels. Vous mentionnez que les chocolateries et les fleuristes font pas vraiment de profit, mais c'est faux selon moi. Juste les fleuristes, il y a beaucoup de statistiques qui sortent qu'ils vont faire le jour de la Saint-Valentin jusqu'à 3 fois les profits qu'ils font généralement lors d'une semaine courante. C'est faux de dire que c'est pas bon pour une collectivité locale. Hein? Nos fleuristes, nos chocolatiers, c'est vrai que leurs produits viennent d'ailleurs, mais quel magasin que leurs produits viennent pas d'ailleurs? C'est pas à cause que je paye mon produit au Nicaragua que moi, comme magasin, c'est pas, tu sais, je fais pas d'argent puis que je peux pas payer des employés puis comme ma collègue l'a mentionné, justement, tu sais, on a besoin d'emploi, on a besoin de chômage, puis c'est bien qu'on ait des journées comme ça dans l'année qui favorisent cette économie. Puis votre dernier argument, c'était... Bon, en tout cas, c'est pas grave. Je vais revenir sur les points soulevés par ma collègue. La célébration de l'amour, pourquoi c'est important? J'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais on vit dans une société effrénée. On n'a pas le temps de profiter de certains moments pour dire à tous ceux qu'on aime, qu'on les aime, puis qu'ils sont importants pour nous. Puis c'est exactement pour ça que la Saint-Valentin est essentielle à nos vies, parce que c'est un moment pour dire ça. Puis je sais que vous mentionnez que ça... En tout cas, j'en parlerai pas. Deuxième argument que ma collègue a soulevé, l'économie. Justement, ça favorise une économie. Oui, ça favorise une économie pour Walmart et les grandes industries, mais je ne crois pas que c'est une mauvaise chose. Ça favorise grandement l'économie locale, contrairement à ce que vous croyez, hein, juste comme on l'a mentionné tantôt, la vie des restaurants, tout ça. Mais ça fait quoi en sorte? Si on favorise Walmart, dans le fond, c'est bon pour nous parce que ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi dans nos collectivités, ça crée de l'emploi pour nos citoyens. Le dernier argument, la célébration d'amitié, c'est très important de célébrer l'amitié. On n'a pas de fête de l'amitié, c'est plate. On l'a inclus avec la Saint-Valentin. Je crois que c'est une bonne chose qu'on ait aussi cette date qui nous permet de célébrer plusieurs choses en même temps. Donc, pour revenir sur mes points, pourquoi la Saint-Valentin c'est important? La Saint-Valentin c'est important parce que, premièrement, ça a des effets sur notre démographie. Hein, ça nous permet de procréer davantage. Ça a des effets sur politiquement, je crois pas que c'est correct comme gouvernement d'abolir une fête aussi importante dans notre société. Et ça nous permet justement de célébrer cet amour qu'on n'a pas le temps de célébrer dans notre vie de tous les jours. C'est ça. Merci, monsieur le membre de l'opposition. Donc, nous arrivons maintenant à la partie cruciale, la partie de cristallisation. J'inviterai maintenant madame la chef de l'opposition à venir nous livrer son dernier discours d'une durée de 2 minutes, entièrement protégé. Donc, aucune question n'est permise. La parole est à vous lorsque vous êtes prête. Cher juge, afin de vous recentrer sur le débat, comme mon collègue à l'opposition l'a fait, la Saint-Valentin est simplement une façon d'exprimer son amour aux autres, et non une question de matérialisme, et non une question de pression sociale. Comme plusieurs autres fêtes, elle est la raison d'être des nombreux commerces saisonniers et petits commerces locaux comme les vendeurs de fleurs. Alors, quoi de bon à abolir une fête semblable? Non seulement c'est un jour où la plupart sont heureux pour cause d'un petit geste d'affection, mais la Saint-Valentin est responsable du salaire de plusieurs familles. Donc, tenez-vous vraiment à être responsable d'une hausse du taux de chômage en abolissant des fêtes comme la Saint-Valentin, dont le but premier est simplement de vous mettre un sourire aux lèvres. Et comme je l'ai mentionné au tout début, c'est une célébration d'amour, une célébration durant laquelle les gens vous laissent savoir à quel point ils vous apprécient, à quel point ils vous aiment, soit du côté romantisme ou du côté de l'amitié. La Saint-Valentin est simplement célébrée afin que tout soit heureux, afin de passer une journée ou même quelques heures ensemble,
en ami, en couple, et de dire à la personne qu'on s'apprécie. Et ce n'est pas nécessairement célébrer avec des cadeaux. Certains célèbrent la Saint-Valentin sans nécessairement acheter des cadeaux ou en recevoir. Et ensuite, comme je l'avais mentionné, c'est une force pour l'économie. Les commerces, que ce soit locaux ou non, ce sont eux qui font vivre notre économie. C'est grâce au commerce que notre économie est comme elle est de nos jours. Donc, il est important pour nous de garder l'économie en marche afin que le taux de chômage continue à diminuer et une création d'emplois pour tous. Ainsi, d'après moi, le plus grand bonheur après que d'aimer, c'est de confesser son amour. Merci. Donc, une belle fleur pour les juges. Merci, Madame la chef de l'opposition, pour cette cristallisation et ce beau geste pour les juges. Donc, j'inviterai maintenant Madame la Première ministre à nous livrer son discours final. La parole est à vous lorsque vous êtes prête. Alors, je prendrai mon temps judicieusement. Rapidement, on nous a parlé je vais réfuter les deux arguments. On nous a parlé de démographie, on parle d'une hausse des naissances suite à la Saint-Valentin, mais on nous a pas parlé de la hausse de l'avortement, la hausse des ITSS suivant la Saint-Valentin. Et c'est un autre problème créé par cette Saint-Valentin, et donc complètement contradictoire avec cette hausse des naissances, on a plus d'avortements. Donc, la démographie n'est pas un argument valable. Par ailleurs, on nous a parlé de la politique du rôle de l'État. J'ai pas vu d'argument ici, mais si je pouvais comprendre l'idée sous-jacente du ministre, c'est que je pourrais réfuter que toute fête mise sur un calendrier est étatisée et c'est donc la faute de l'État si on intègre des fêtes dans notre société comme la Saint-Valentin. Donc, le rôle de l'État est amplement là, c'est pourquoi on peut l'abolir. Je vais donc cristalliser ici. Qu'est-ce qu'ils vous ont présenté? L'opposition a été aveuglée, aveuglée par une célébration de l'amour qui n'existe pas vraiment. Elle est aveuglée par la force du commerce, comme si les entreprises ne survivaient que grâce à la Saint-Valentin. Alors que nous, de notre côté, on vous a parlé de vrais problèmes, de vrais enjeux liés à cette fête qui ne devrait pas en être une. On vous a parlé de pression sociale, de stigmates, de l'hétéronormativité. On vous a parlé de surconsommation. On vous a parlé d'objectification de l'amour. Et je vais conclure comme ceci. On a raison, parce que l'amour n'a pas besoin de fioritures ni d'artifices pour se prouver. Parce que l'amour ne se qualifie pas, mais se vit et se ressent. Parce que l'amour ne se vit pas qu'un seul jour dans l'année et que nous devons arrêter d'avoir besoin d'une date pour se déculpabiliser de ne pas se choisir comme individu et comme couple à tous les jours. Abolissons la Saint-Valentin et aimons-nous sainement au quotidien. C'est le message que le gouvernement veut apporter ici aujourd'hui et c'est pourquoi nous venons de gagner ce débat haut la main. Merci beaucoup. Merci, Madame la Première ministre, pour cette conclusion. Alors, je remercie aussi tous les débatteurs pour s'être prêtés à cet échange oratoire. Alors, nous allons prendre une courte pause et au retour, nous allons passer avec la section des juges et l'analyse du débat. Bonjour, mesdames et messieurs, et de retour à Riposte. Nous sommes maintenant à la section d'analyse du débat avec notre juge. Donc, aujourd'hui, notre juge expert, c'est Monsieur Nicolas Moreau. Bonjour. Bonjour. Comme j'ai mentionné précédemment, Monsieur Moreau est professeur agrégé ici à l'Université d'Ottawa. Son domaine de recherche, c'est sur la santé mentale et les sports. C'est bien ça? Oui, absolument. Puis un peu justement sur les normes sociales et on a parlé un peu de la pression sociale qui peut être faite aux individus. Donc un peu mon expertise sera dans ce champ-là. Parfait. Donc, le débat, qu'en avez-vous pensé? La première chose, j'ai pensé qu'il était beaucoup plus simple d'être contre la Saint-Valentin et de défendre des arguments contre la Saint-Valentin que pour la Saint-Valentin. Donc, disons que la Première ministre et la membre de l'opposition ont eu un travail plus simple à faire pour moi en termes d'argumentation par rapport à l'opposition. Mis à part que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'arguments extrêmement intéressants de la part du gouvernement, en particulier au niveau de la pression sociale, des conséquences psychologiques et du business.
J'ai particulièrement aussi aimé, en tant que sociologue, la citation de Jean-Claude Kaufmann, où les hommes, si ma mémoire est bonne, exprimaient 3 fois plus de culpabilité par rapport à cette fête-là, etc. Donc j'ai aimé ces arguments-là, qui étaient des arguments autant d'ordre sociologique qu'économique, psychologique. On n'est pas tombé dans la morale. Ça, j'ai beaucoup aimé le fait que, justement, il n'y avait pas des arguments de ce type-là. Il y a eu aussi, au niveau de l'argumentation économique, j'ai particulièrement aimé le fait qu'on prenne une distance par rapport à la commercialisation de cette fête-là, même si elle a des origines, en effet, très lointaines. Il n'empêche qu'aujourd'hui, depuis 20 ou 30 ans, on assiste à une commercialisation à outrance de la Saint-Valentin. La fête de l'amitié, oui, mais en même temps, il existe des fêtes de l'amitié. On appelle ça la fête des voisins aujourd'hui. Donc, il y a d'autres fêtes qui existent où il y a du lien social. Donc, c'est pas forcément, c'est vraiment une fête de l'amour. Elle est présentée comme ça. Il y a des menus dans les restaurants à Saint-Valentin qui sont triplés, etc. Donc, ça a été pour moi des arguments intéressants. L'argument aussi très par rapport à l'hétéronormativité, donc par rapport au couple juste hétérosexuel. Je trouvais que c'était un argument intéressant, en même temps où vous voyez aussi au niveau de la communauté gay et lesbienne qui fête aussi cette Saint-Valentin-là. Donc tout dépend aussi des groupes, même il y a des groupes féministes qui vont être pour, des groupes féministes qui vont être contre. C'est difficile aussi de globaliser pour dire, bon ben, c'est une fête juste hétéronormative, c'est très compliqué. J'ai aussi aimé ceci étant dit, en fait, l'argument pour dire juste on est dans un contexte depuis quelques mois où on vit dans une société où il y a beaucoup de conflits, où on regarde la télévision, on a parfois juste envie de pleurer avec une vague de conflits peut-être sans précédent, de tensions dans le monde, puis parler un petit peu juste d'amour, et d'une journée où on parlerait juste d'amour, ça peut faire du bien. Alors, je trouvais juste l'argument de dire, aimons-nous. Je trouvais que c'était un bon argument en tant que tel, et juste ça, c'est peut-être extrêmement intéressant. Et peut-être que vous auriez pu aller davantage dans ce sens-là, en mettant en avant le contexte social, qui est un contexte extrêmement négatif en ce moment. L'argument aussi pour... vous êtes fait réfuter, et à mon avis à juste titre, l'argument pour dire oui, mais si c'est parce que vous êtes seul et c'est pour ça que vous n'aimez pas la Saint-Valentin. En même temps, c'est pas un bon argument parce que leur analyse n'a pas été faite en fonction de leur propre position sociale ou leur propre position dans le couple. Elle a été faite à l'aide d'arguments généraux. J'ai aussi, au niveau de l'opposition, vous dites, c'est une fête où on peut vivre sans... c'est une fête qu'on peut fêter sans faire de cadeaux. Et en même temps, vous parlez d'économie, et que c'est important pour l'économie. Si je peux me permettre, peut-être même une question à la limite, c'est comment vous mettez ces deux arguments côte à côte en disant oui, c'est une fête, on peut la fêter sans cadeau, et en même temps vous dites oui, mais c'est primordial pour l'économie. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe ici, et comment vous me justifiez ce paradoxe-là? Dans le fond, c'est plus par rapport à l'obligation de dépenser. Oui, c'est bon pour l'économie, mais ça devient de la demande des gens de payer pour des cadeaux à donner, dans le fond. Fait que oui, c'est bon pour l'économie parce que les gens veulent dépenser, mais il n'y a pas d'obligation nécessairement non plus. C'est plus ça, là. OK. Autre argument par rapport à l'augmentation l'augmentation de la démographie ce soir-là. J'aimerais voir les études. J'aimerais aussi voir les études par rapport à l'augmentation des avortements et des MST en tant que scientifique, pour avoir lu un peu sur ce thème-là. J'avoue que j'aimerais voir s'il y a un nombre d'avortements plus important suite à la Saint-Valentin. Je trouve qu'en général, quand on manque d'arguments, et tout le monde fait ça, c'est de prôner des études pour dire les études montrent.
montrez-moi ces études-là. C'est très voilà. Puis au niveau aussi des achats locaux, et je pense pas que Walmart soit bon pour l'économie, mais je pense pas non plus qu'il faille opposer les grandes surfaces et les petites surfaces, que les deux peuvent cohabiter, c'est ce qu'on voit d'ailleurs, généralement, donc ça peut être bon pour les achats locaux, etc. Après que le prix des roses triple, on est dans une société capitaliste, les vêtements aussi doublent à Noël et triplent à Noël, etc. Puis donc, c'est pas non plus des arguments qui sont, pour moi, essentiels. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé la possibilité que vous avez eu tous de répondre aux arguments des uns et des autres, de les réfuter. Je vous ai trouvé très bon par rapport à ça. Et puis un peu, ça serait ça un peu mon bilan. Je sais pas si tu as des questions. Oui, ben finalement, moi, je veux savoir, est-ce qu'il y aurait un argument que vous auriez voulu entendre? Il y a un argument qui, pour vous, aurait fait la différence ou fait la différence, quelque chose qui vraiment est une marque? Par rapport à l'opposition, le contexte social dans lequel on baigne, alors avec les attentats, avec toute cette haine et ce besoin d'amour, et on l'a vu que les gens avaient besoin d'amour, on l'a vu avec les messages de sympathie, juste des fleurs qui sont... on l'a vu à Paris, place de la Bastille, où c'était juste des fleurs qui étaient mises et des messages juste d'amour, et j'aurais juste aimé que vous puissiez inscrire cette fête-là dans ce contexte plus global là, vous auriez marqué beaucoup de points pour moi, je dois vous avouer. Et en fait, vous auriez pratiquement, je pense que juste cet argument-là était fantastique. Par rapport à la première ministre et aux membres et à sa collègue, je dirais qu'ils ont assez bien ciblé les arguments que je pensais, en particulier au niveau d'une part des stéréotypes hommes-femmes, etc., et d'autre part au niveau du business. Donc je vous dirais que non par rapport à la première ministre et à sa collègue. Parfait. Je vous remercie beaucoup pour votre analyse très pertinente, M. Moreau. Donc, nous allons prendre une courte pause publicitaire et au retour, nous allons avoir le verdict des juges et le résultat du public. Bonjour, mesdames et messieurs, nous sommes de retour à Riposte avec le verdict de nos juges. Alors, sans plus tarder, je vais aller voir notre juge en chef pour son verdict et ses derniers commentaires. Eh bien, Simon Nicolas, devant tant d'émotions, je dois dire, j'ai été très partagé. J'ai été partagé entre Honoré de Balzac et Victor Hugo, entre la déclaration du chef de l'opposition et la fougue du gouvernement. Et donc, je dois laisser le cœur de côté et demander à la tête de trancher sur une technicalité. Et donc, je vais donner le gouvernement gagnant parce que les deux arguments qui ont été apportés par le ministre de la Couronne n'ont pas été réfutés par le membre de l'opposition. Le membre de l'opposition a réfuté les trois arguments qui avaient été reconstruits, qui étaient initialement les arguments du premier ministre, mais n'a pas réfuté les arguments du membre du ministre de la Couronne, qui donc, par conséquent, tenait toujours à la fin du débat et qui, selon moi, ça a été déterminant. Intéressant, intéressant. Et maintenant, Monsieur Nicolas. Moi aussi, c'est un choix qui est extrêmement difficile vu la qualité des débats. J'irai aussi avec le gouvernement en place. Pourquoi? Non seulement pour le fond, mais aussi la forme. J'ai particulièrement aimé la façon dont les arguments étaient clairement présentés au début. J'ai particulièrement aimé aussi la fougue et avec laquelle les arguments étaient présentés. Particulièrement, j'avoue, j'ai eu un coup de cœur pour la ministre de la Couronne, pour ses arguments, puis la façon dont son éloquence. Et puis l'argument pour moi qui a fait probablement la différence reste le fait que ça soit une
fête qui est une fête commerciale dont les arguments par l'opposition, où je trouve que les arguments de l'opposition ont été un peu naïfs pour réfuter cette thèse. Parfait. Et maintenant, notre verdict de la foule. Alors, par un vote très serré, la foule s'est rangée du côté du gouvernement. Donc, nous avons le gouvernement qui remporte, et donc la Saint-Valentin est de facto abolie. Non, c'est pas aussi simple d'abolir la Saint-Valentin, mais je tiens d'abord et avant tout à féliciter nos débatteurs des deux côtés. Je pense que c'était un très bon débat. On a eu vraiment des arguments, de la réfutation. Vous avez quand même très bien suivi la forme, la structure. Moi, je lève mon chapeau et je dis vraiment bravo. Je pense que venir débattre comme ça démontre, ça en dit long sur vous, vous risquez, se lancer dans le jeu et aussi avoir une motion un peu ludique comme ça. C'est vrai que c'est pas facile pour l'un et pour l'autre de débattre. Eh bien, je vous félicite. Donc, je remercie tous nos débatteurs et la société de débat sans qui ceci ne serait pas possible. J'aimerais aussi prendre un moment pour remercier tous les partenaires qui rendent ceci possible, qui rendent Riposte possible. Donc d'abord la Société de débat, comme j'ai mentionné, mais aussi le service de vie communautaire de l'Université d'Ottawa, ainsi que l'ambassade de France et Air France qui vont donner des billets d'avion aux gagnants de Riposte, et la télévision Rogers qui rend bien entendu l'émission possible. Donc, au nom de tout le monde, je vous remercie beaucoup et je vous dis à un prochain débat. Au plaisir.